Mon Dieu, on dirait le début d'une émission plate dans le temps à TVA. Tu sais, genre, il y a du soleil ou je sais pas trop. Parce que moi, je connais pas les tunes par cœur hein, que je vous fais écouter. Ça fait que là, quand il s'arrête, ben il s'arrête. C'est pas grave. On est tout le temps, on fait une shot, ciao, bye. Salut, d'abord. Des petites nouvelles de l'émission d'hier, du podcast d'hier. Alors, vous savez que maintenant, je fais un angle mort qui réagit à Tout le monde en parle. Et puis, tabarouette, écoute, je suis rendu à... Moi, je pense que je vais pogner 1000 views de celui d'il y a 2 semaines. Puis celui-là, il est à peine plus écouté. Je vous parle dans YouTube, là. Il est à peine plus écouté qu'un angle mort audio normal. Et ça, je pense que les cracks de YouTube vont comprendre. J'ai pas mis « Tout le monde en parle » dans le titre. J'ai parlé du sujet de santé mentale. Et je pense que ça a fait une grosse différence sur le reach, d'après moi. Mais tu restes bête. Par contre, j'ai une autre hypothèse, c'est que l'action de grâce, quand il fait beau, c'est incroyable à quel point tout à coup, t'es moins écouté. Moi, en tout cas, c'est partout, là. J'ai eu vraiment, vraiment moins de réactions, j'ai eu moins de tout. Ça fait que je suis surpris, je suis très surpris. Voilà. Donc, si vous refaites, si vous écoutez Angle mort en différé, puis que c'est pas toujours le jour même, ben là, peut-être que là, vous allez écouter l'épisode d'hier qui est en vidéo. Tout ça pour dire que les semaines se suivent, mais ne se ressemblent pas, et que j'avais parti en Lyon, je trouve, en tout cas vraiment avec... ça prouvait à quel point faire du vidéo pour YouTube, c'est vraiment un plus. Mais d'un autre côté, je sais que la plupart des gens me disent souvent, moi je l'écoute en audio. C'est quand même qu'il est en vidéo, c'est le fun. Peut-être que la clientèle YouTube trouve ça vraiment mieux, bien entendu, c'est une plateforme vidéo. Mais ça fait que je fais juste vous dire ça en anecdote parce que j'aime bien vous rapporter tout le temps la vraie affaire. Puis c'est surprenant de voir comment, d'un côté, soit la façon que tu rédiges ton texte, combiné au fait que l'action de grâce, quand il fait... Je suis le premier. Hier, j'ai... Ah ben là, il faut que je parle de ça, d'ailleurs. Depuis 4 jours, ben là, aujourd'hui, il pleut, c'est 0, là, mais les 4 derniers jours, où il a fait quand même entre beau et semi-beau, correct, surtout hier, j'ai redécouvert le Mont-Royal, que j'avais snobé depuis déjà longtemps. La dernière fois que j'ai mis les pieds là, je me demande si c'est pas l'an passé. Puis je suis tout le temps rendu au canal de la Chine, puis ça rive sud. Tout le temps. Puis avant, quand je restais un peu plus haut, j'étais un gros utilisateur du Mont-Royal, à pied, pas en vélo, j'en avais pas, mais à pied, etc. Puis là, j'ai commencé, donc pour la première fois, vu que c'est la première fois que j'y allais en vélo, écoute, c'est le fun à mort. D'abord, partir d'ici puis se rendre au Mont-Royal, c'est 10 minutes, si c'est pas moins. Je pense que c'est moins. Là, tu rentres, tu sais, sur du parc, là, où les tam-tams, puis tu montes tranquillement en S. Fait que tu montes tout le temps, c'est sûr que c'est un bon exercice, mais tu montes tranquille. Puis là, tu te rends jusqu'au top, et là, tu descends. Hey, j'ai jamais descendu de même de ma vie. Ça descend, là, probablement pendant peut-être 15 minutes. Tu descends toute la montagne, tu passes à côté du gros parking en haut du Mont-Royal. Là, tu arrives sur... je sais pas, c'est Dr. Penfield, je sais pas trop, là, qui arrive à NDG. Là, après, ça se met à descendre, mais l'enfer, tu tournes à Atwater, c'est débile. Puis l'asphalte, il y a des places où elle est complètement refaite, ça fait que c'est assez sécuritaire. Ça fait que c'est sûr que, tu sais, là, je me suis un peu donné hier, là, j'ai dû battre des records de vitesse, là, c'était fou. C'est peut-être pas une très bonne idée, mais bref. Ça fait que c'était bien le fun. Ça fait que ce que je trouve qui est très unique à Montréal, c'est que quand tu habites au centre-ville, excusez-moi, quand tu habites au centre-ville, tu as accès à une montagne juste à côté. Moi, je connais pas beaucoup de villes de la grosseur de Montréal qui ont une montagne en plein milieu. Puis elle est belle, là, vraiment, là, toutes les feuilles sont encore là, etc., tu sais, puis c'est bien entretenu. Puis là, tu descends comme un malade, puis tu arrives au canal de la Chine, puis tu fais ta ride. C'est 50 km au total que j'ai fait hier et avant-hier, puis tu es sur le long du fleuve et tout. C'est le fun dans ta barouette. Ah, excusez-moi, je me suis pris un petit Tim. Alors, l'affaire Roson. L'affaire Roson, je ne vais pas en parler parce que, tu sais, ben d'ailleurs, ça va faire partie de ce que je vais vous parler. C'est que je ne peux pas en parler. Pas une interdiction. Je ne suis pas au courant de ça. Parce que... alors, partons du début, OK? Moi, je suis étudiant en droit à l'Université Laval, puis je fais des spectacles d'humour. Puis c'est ça que je veux faire dans la vie, c'est pas devenir avocat, mais je fais le cours pareil.
Et à un moment donné, j'envoie une lettre à Gilbert Rozon, que je connais pas du tout. Puis je joue sur le fait que, sachant qu'il est avocat, que je finis mon barreau puis que je fais des spectacles d'humour. Donc, à quelque part, que j'ai un profil comme le sien. Pas à tous les écarts, j'espère. Et puis, il me donne un rendez-vous, puis un deuxième, puis il me dit, écoute, j'ai pas de job pour toi, mais il dit, manifestement, toi, t'es fait pour être dans ce business-là, ça fait que tu pourrais rentrer à billetterie. Je commence à la billetterie. 3 semaines avant, là, j'avais été assermenté, on m'appelait Mike Boilard, puis 3 semaines après, je vendais des tickets, tu sais, par téléphone. Ça fait que je veux dire, il fallait être motivé, pas à peu près. Et c'était le 11e festival. Je me souviens, le slogan, c'était « 11 ans fous ». Donc, je suis arrivé, moi, à la 11e édition. Et puis, c'était dans une frénésie d'humour hallucinante. Il faut bien comprendre que Juste pour rire n'a pas créé l'humour. Ça existait avec des Yvon Deschamps, avec plein d'humoristes de l'époque dont on oublie le nom. Il y en a un, je me souviens plus, c'est pas Pierre Palmade, Pierre quelque chose en tout cas. Puis qui roulaient leur boss, puis qui faisaient des shows, des fois des shows dans les écoles, puis ah ouais, let's go. Mais chacun tirait de son bar, etc. Qu'est-ce que Juste pour rire a fait? Parole de Gilbert Rozon lui-même. Il a organisé l'humour. Il a fait en sorte qu'il y ait tout à coup du monde qui organise l'humour d'une autre façon. Les deux grandes avancées qu'on doit à Rozon, Gilbert et son frère, donc à Juste pour rire en général, de un, c'est l'organisation d'un festival à travers lequel il y avait donc un événement télédiffusé qui permettait à l'année longue d'avoir un produit télé, etc., de créer une notoriété, comme c'est arrivé, mettons, avec la Ligue nationale d'improvisation. Si la télé s'était pas emparée de la LNI, ce serait une patente qui existerait à droite à gauche. Là, c'est devenu populaire, puis qu'il y avait de ça dans tous les cégeps, parce que ça passait par la télé. Donc, Juste pour rire a créé ça. C'est-à-dire, on va prendre des artistes, et puis on va faire un festival. Et quand ils ont parti le département de gérance, ça c'est François Rozon qui m'expliquait ça. Quand ils ont parti le département de gérance, l'idée était pas comme telle de dire « Oh, on va gérer des artistes ». À la rigueur, est-ce qu'ils savaient comment ça marche? Tu sais, tout le monde était nouveau là-dedans. Mais c'était de fournir du stock pour le festival. C'est que ça a vraiment commencé comme une intention de dire « Ça nous prend du monde drôle pour mettre dans notre festival ». Et puis, François Rozon a signé à l'époque Daniel Lemire et Michel Courtemanche, qui, si on recule il y a 25 ans, littéralement, voire moins, étaient les deux plus gros noms de l'humour, qui étaient à la même place. Il y avait Stéphane Rousseau qui s'est rajouté peu de temps après. Puis là, après ça, il y a eu la frénésie d'une espèce de deuxième vague où moi, je faisais partie, c'est-à-dire Morancy, Anctil, Cavana, puis le Mario Jean, puis tout, cette gang-là. Mais cette gang-là était précédée vraiment de Courtemanche puis Lemire. Fait que ça, c'est un peu la mécanique là, de comment ça s'est bâti, cette affaire-là. Et la deuxième grande avancée qu'on doit à Juste pour rire, particulièrement à François Rozon, c'est le fait de tout à coup arriver avec des campagnes publicitaires de grande envergure. Ça n'existait pas, ça, avant. Avant, tu avais Michel Sabourin qui produisait Marie-Lise Pilote, puis le groupe Sanguin au Club Soda, tranquille, avec un petit quart de page dans le Journal de Montréal, puis hop, il allait faire une petite tournée à Québec rapide, puis tu sais, l'humour était à peu près comme la chanson, là, je te dirais, niveau gratteux de guitare. Tu es loin d'aller faire une salle comme la salle... voyons, pas Albert Ouellette, là. Albert Rousseau, à Québec. Ou toutes les autres Saint-Denis ou autres, là. T'étais pas là-dedans, là, tu sais. Et puis, à un moment donné, François Rozon est arrivé avec l'idée de dire pourquoi on ne pousserait pas à machine une coche de plus? Pourquoi on ne mettrait pas 100 000 $ avant de partir un show, faire un vrai décor, mettre une vraie mise en scène, mais surtout mettre du vrai marketing, c'est-à-dire des pleines pages dans la presse, puis ah ouais, donc, bing bang. Puis c'était vraiment très audacieux parce que le marché n'avait pas prouvé qu'il voulait ça puis qu'il pouvait absorber ça. Mais il y a eu après ça une frénésie dans laquelle moi je suis embarqué et qui était honnêtement, genre, c'était incroyable. Là. Parce que moi, François Rozon m'a déjà dit qu'avec un quart de page, admettons que c'est pas un quart de page, je pense que c'est un quart de page, d'une supplémentaire de Daniel Lemire, il y a de cela longtemps, il avait vendu 1 semaine de Saint-Denis sur un quart de page.
Et on a vu après ça des records de vente comme ça, entre autres le premier spectacle de Patrick Huard, qui vendait l'enfer. Écoute, Patrick Huard a déjà fait une pub où est-ce qu'il avait pris une pleine page dans la presse puis faisait juste mettre le calendrier du mois de novembre où il était en vente, puis c'était marqué sold out, sold out, sold out, comme si c'était une petite salle de 100 places. Puis c'était le Saint-Denis, là. Fait que ça, c'est des années, je te dirais, qui ont duré peut-être... Moi, je pense que ça a duré comme une dizaine d'années. Ça a été, là, de 90 à 2005, mettons. Il y a eu une frénésie, là, où est-ce que... Et la quintessence de ça, je vais vous dire exactement c'est quand, c'est Michael Rancourt. Alors, Michael Rancourt, il y en a qui ne le connaissent pas. C'est pour ça que c'est hallucinant, encore aujourd'hui. Michael Rancourt est un humoriste, un imitateur, je devrais dire, avant d'être un humoriste, très talentueux. Il a poursuivi après avec les Trois Ténors, là, un autre groupe qu'il avait formé. Et lui, il était signé chez Pierre Gravel. Pierre Gravel, je vous en ai déjà parlé, c'était l'affaire avec André-Philippe Gagnon, je me souviens de nous avoir jasé de ça. Et Gravel, lui, faisait juste du congrès. Lui, il avait son circuit, c'était le plus gros booker d'événements corporatifs. Puis c'est pas compliqué, les clients le rappelaient en disant « Pierre, c'est qui que tu m'envoies cette année? » Puis il faisait confiance. Puis là, il disait, ben cette année, j'ai un nouvel imitateur. Puis lui, les imitateurs leur faisaient prendre des cours de danse, des cours de ci. Il les formait littéralement pour les rentrer dans son circuit. Puis pour optimiser les ventes, après ça, il tombait dans le circuit public, mais il s'en sacrait si ça faisait une petite, une grosse ou une moyenne tournée. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était être dans le journal, dans les grandes villes, avoir des critiques, puis après ça, montrer ça à ses clients en disant, regarde, c'est lui mon nouveau, puis il vendait ça à gros prix. Ça fait qu'il créait, à cause que le marché était très effervescent, il créait une demande ou une offre, si tu veux, auprès d'une demande qui existait, mais avec des gens avec très peu de notoriété. Et je me souviens qu'il y avait l'émission Ben Ezra dans le temps, qui est un talk show là, à 7 h le soir, animé par Sonia Ben Ezra. Et puis, eux autres, ils faisaient souvent ce qu'on appelle des remotes, c'est-à-dire ils allaient sur place le soir de la première en coulisses, en direct. L'émission était en direct. Fait que là, on est avec... Et là, qui je vois pas, on est en direct pour le premier one-man show au Théâtre Saint-Denis avec Michael Rancourt. Mais tu sais, honnêtement, là, personne ne savait c'était qui, là. Puis tu te dis, ce gars-là, pur inconnu, compétent. Quand tu étais dans la salle, tu pognais de quoi? Alors, c'est pas en train de dire n'importe quel clodo pouvait aller là. Il était très bon. Mais inconnu. Inconnu. Personne, la presse, personne ne s'intéressait à ce gars-là. Personne ne savait c'était qui. Ben, Gravel, lui, il disait, moi, c'est pas compliqué, je m'en fous, je loue le Saint-Denis, je prends les services d'une attaché de presse, il me book ci, il me book ça, let's go. Une vedette est née, direct de même. Ça fait que là, toi, t'es là, t'es devant ta TV, t'écoutes un show qui a beaucoup de notoriété, animé par une animatrice qui reçoit tout le temps les gros noms. Puis là, c'est le tour de Michael Rancourt. Ben, Michael Rancourt, ce jour-là, il est né. Maintenant, on pourrait dire, ouais, aujourd'hui, n'importe qui pourrait peut-être se payer ça. OK, mais il faut que tu continues à vendre des billets après. Puis à l'époque, tu faisais ça, puis t'en vendais des billets. Tu vendais des billets, c'était hallucinant. Quand je vous dis que je ne suis pas habilité à parler des problèmes de Gilbert Rozon, c'est parce que moi, je suis arrivé dans une business qui était très éclatée. Les parties de Juste pour rire pendant le festival étaient réputées comme étant extrêmement wild. Pour moi, il était super le fun sans plus. Pourquoi? Parce que j'ai appris ça au fil du temps. Quand tu prends pas de drogue, tu t'en fais pas offrir. Puis les gens ne se vendent pas d'en prendre avec toi, puis d'être... C'est que moi, je me souviens qu'il y a du monde qui disait « Ah, hier, m'a dire de quoi, là, ça revolait en tabarouette, hein? Pendant le party, il y avait ci, puis il y avait ça. » Mais moi, je voyais rien de ça, rien. C'était comme... Je parlais à tout le monde, j'étais ami avec tout le monde, mais cette bout-là de « Hey, tu trouvais pas que ça allait souvent aux toilettes? » Je vais être franc avec toi, non. Mes antennes ne pognent pas ça parce que j'étais pas dans cet univers-là, tu sais. Ben, sauf que, tu sais, je veux dire, c'était le fun, puis ça finissait tard, puis c'était drôle, puis j'ai des bons souvenirs. J'ai pas de mauvais souvenirs. Puis quant aux histoires, là, où ce que les mains longues et autres, ben là, moi, je suis même pas proche d'avoir... même pas proche, rien. Puis je le connais, Gilbert, je le connais. C'est lui qui m'a mis au monde, là, tu sais, ça fait que ces histoires-là, je sais pas quoi vous dire. J'ai rien à dire. Je profite plus du fait qu'aujourd'hui commence son procès pour une histoire qui est arrivée quand il y avait, semble-t-il, 25 ans. Et puis que c'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui de rebondir là-dessus, puis de vous parler de ce qu'était l'humour. Puis après ça, bien évidemment, tout ça a changé. Aujourd'hui, ce que j'entends dire, c'est que l'humour a eu, depuis 5 ans environ, là, une tangente relève. C'est-à-dire que les billets qui se vendent, c'est les billets pour Catherine Lévesque, c'est la relève.
Jay du Temple s'autoproduit, il est capable de remplir le Métropolis. Leblanc, là, qui s'autoproduit aussi, qui va au Jésus, etc., qui fait son show. Son show, c'est comme s'il arrête jamais. Lui, il fait des shows, puis il l'écrit au fur et à mesure. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises par les jeunes que je trouvais écœurantes, vraiment géniales. On snobe souvent Mère Ordinaire, mais qui a fait des choses qui sont de l'ordre du miracle, c'est-à-dire de monter sur Facebook une armée de monde, de femmes en l'occurrence, qui se déplacent pour aller voir ses shows. Elle bypass le circuit des salles, elle loue des salles dans des hôtels ou autres. Les filles arrivent là, elle vend toutes ses tickets, elle garde 100% du profit. Comme d'habitude, beaucoup d'humoristes la méprisent parce que ce qu'elle fait, supposément que c'est pas de l'humour, alors qu'ils l'ont probablement jamais vu. Je vois pas pourquoi ils trouvent que c'est pas de l'humour puis que Lise Dion s'en est. J'ai aucune idée pourquoi. Moi, j'ai rien contre cette fille-là, au contraire. Son côté entrepreneur, il est hot. Puis au plan artistique, comment... Moi, je l'ai pas vu, son show. Je sais pas pourquoi il y en a qui tombent dessus. À cause de ses sorties, peut-être. Je veux dire, elle a le droit de s'exprimer. C'est pas parce que t'es humoriste, t'es obligé de juste faire de l'humour puis rien d'autre. Je sais pas. Il y a de quoi qui me... Mais ça me fait un peu penser à Jean-Marc Parent aussi dans le temps, qui se faisait tomber dessus par tous les humoristes, ou presque, parce que Jean-Marc improvisait. Puis la plupart des humoristes sont valorisés par leur texte et non pas par le résultat final qui est de faire rire du monde. Fait que je sais qu'il y avait beaucoup de mépris autour de Jean-Marc parce que il faisait 6 heures au forum sans... Puis je me disais, mais vous rendez-vous compte qu'est-ce que ça prend pour se rendre là? Le miracle absolu que ça prend pour se rendre là. Pour dire qu'avec à peu près aucun texte, tu files pendant 6 heures, tu te promènes dans la foule, tu inventes des jeux, puis le monde paye le vrai prix. C'était pas moins cher, là. J'en ai vu un show de Jean-Marc au forum. Je suis pas resté 6 heures, je suis resté, mettons, 2 heures. C'était pas particulièrement pour moi, mais c'est loin d'être plate. C'était pas zéro, il y avait un ban. C'était le rêve de tellement de monde. C'était le rêve d'Anthony Cavana, qui rêvait de faire un show humour et musique, puis il l'a essayé, puis à chaque fois, ça a été un flop. Puis c'est pas parce qu'il est pas bon, c'est un talent incroyable, c'est parce que c'est difficile. C'est difficile d'arriver à peser sur le bon bouton. Je pense que tu peux pas y aller stratégiquement. Tu es obligé de dire, moi, je fais ça, puis ça donne que le monde en veut. Jean-Marc doit être extrêmement reconnaissant de toute la carrière qu'il a eue, parce qu'à quelque part, il est allé au feeling. C'est pas un fin stratège, là, je le connais. Là. Lui, c'est un gars, là, il a le cœur sur la main, il aime son métier, puis les gens l'ont acheté. Mais il y en a d'autres qui font exactement comme lui, puis ça arrive pas. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Les démarches n'assurent pas le résultat, tu sais. Ça fait que alors voilà, donc à cette époque-là, les billets se vendaient vraiment tout seuls. Après, ça nous amène, évidemment, là, écoutez, je pourrais partir pendant bien trop longtemps, mais ça nous amène à l'époque où je faisais Morancy, Anctil, Cavana, etc. Morancy qui a été le premier show que j'ai produit avec François. Donc, on a mis chacun, si je me souviens bien, on a mis chacun 20 000. Puis avec ça, on a toffé 2 ans de tournée. Hey, c'est un miracle, hein? C'est un miracle. Puis ça, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Vous n'avez aucune idée de tout ce que j'ai fait. Je pourrais vraiment vous en parler. Le premier show de Morancy, là, on a commencé au cabaret, un deal que j'ai fait avec le festival. Quand on a fait 32 soirs au cabaret juste pour rire, Morancy était né parce que les critiques étaient malades. Après ça, on est tombé au Spectrum en supplémentaire, en autoprod, avec tous les droits sur le show. Après ça, je me suis rendu 3 soirs au Saint-Denis. Pourquoi? Parce que j'ai vendu un de ces soirs-là à Radio-Canada en échange de publicité télé gratuite qu'on n'aurait pas pu se payer. J'ai fait là des miracles pour faire en sorte qu'on montait d'une étape à la fois. Puis à un moment donné, ça a décollé. Et là, tout ce temps-là, on faisait pas une scène, parce que t'es tout le temps juste, tu changes 4,38 pour une pièce. Bien, je veux dire, moi, je faisais de l'argent avec mes autres clients. François faisait de l'argent avec d'autres affaires. Mais le projet comme tel rapportait pas, mais il développait en malade. Et là, un jour, tu pars en tournée. Puis là, quand tu pars en tournée, tu reviens avec des chèques, parce que comme je vous ai déjà expliqué, en tournée, le diffuseur achète le show. Il est payé d'avance. Fait que Québec-Montréal, tu prends un risque. Si ça marche, tu fais du cash. Si ça marche pas, tu fais du bruit. C'est que dans un cas comme dans l'autre, il faut le faire. C'est comme moi, avec mon projet chez Boilardi, c'est la même affaire. Moi, l'idée au début, pensez-vous que je fais de l'argent? On était 20 la dernière fois à cause du COVID puis tout. C'est moi qui ai fait un chèque parce que malgré que les frais étaient minimes, je suis pas rentré dans mon argent. Mais l'idée, c'est quoi? Oups, t'entends dire que Boilard est en show, il prépare un show, c'est un podcast live, etc. Le monde, tu sais, ça accroche. Puis là, après, ben, t'avances. Moi, mon choix, quand ça va déconfiner, je recommence. À Québec, à Montréal, chaque mois, petite salle. Mon concept, maintenant, il est réglé. Voyez-vous, ça sert à ça aussi. C'est tout ça, travailler dans la production puis le showbiz. C'est tous les liens à faire entre tout ça. Ça fait que, voilà, donc aujourd'hui, épisode showbiz. Je pourrais appeler ça les épisodes derrière le rideau. Et puis, donnez-moi des commentaires. Si vous en voulez plus, posez-moi des questions aussi.
Moi, j'ai plus de questions depuis un bout. J'ai beaucoup de commentaires ou des gens qui disent « Ah oui, moi, telle affaire, ça me parle, ça. OK, cool. » Je réponds à tout le monde. Mais j'ai plus de... On me propose plus vraiment de thème. On me propose plus de thème. Je ne sais pas s'il y a un lien avec les lignes ouvertes. Parce qu'en ligne ouverte, j'avais remarqué que quand j'avais un invité, personne n'appelait. C'est que je me demande si le fait d'avoir vraiment un thème très clair à chaque jour, ce qui est nécessaire, c'est un podcast, pas une ligne ouverte, si à quelque part, ça vous rend pas un peu plus, entre guillemets, paresseux à proposer des thèmes. Je sais pas, c'est à vous de voir. Mais je vous souhaite une excellente journée et à demain.